Bonjour Maxime Combe, vous êtes économiste spécialiste des enjeux environnementaux et énergétiques. Tout d'abord, que prévoit exactement cet accord commercial entre les pays du Mercosur et de l'Union européenne? Plus de 600 parlementaires français dénoncent une concurrence déloyale. Qu'en est-il? Tout d'abord, c'est un accord de libre-échange qui ne concerne pas simplement le monde agricole. C'est un accord de libre-échange qui concerne la plupart des secteurs économiques et qui vise à libéraliser, c'est-à-dire donc réduire les droits de douane, augmenter les quotas, faciliter les investissements, faciliter les importations et exportations dans de très nombreux secteurs économiques, parce que c'est la logique même de ces accords de libre-échange. Et quand en fait l'Union européenne était désireuse de finaliser cet accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, eh bien, il faut qu'il y ait une monnaie d'échange. Si on veut exporter des voitures thermiques qui auront bientôt plus le droit d'être vendues sur le territoire européen, si nous voulons exporter des produits chimiques, si nous voulons exporter des produits industriels et des services pour les multinationales françaises notamment, et bien, donc ouvrir des marchés dans les pays tiers, eh bien, il faut bien en retour leur proposer d'ouvrir des marchés sur le territoire européen. Et quand vous négociez avec deux puissances agricoles telles que le Brésil et l'Argentine, nécessairement, vous allez ouvrir vos marchés agricoles. Et donc la Commission européenne considère que les effets attendus sur le monde agricole européen, qui seront des effets nécessairement négatifs, avec une disparition d'un certain nombre d'entre eux, seront plus que compensés parce que l'Union européenne, les multinationales européennes vont vendre des biens et services dans les pays du Mercosur. Donc l'agriculture a servi de monnaie d'échange. Sauf qu'on n'a jamais dit au monde agricole, aux agriculteurs, il faut que vous arrêtiez vos productions de viande et que vous mettiez à exporter des voitures. Donc du coup, c'est cela aujourd'hui qui pose problème. Et c'est la nature même d'un accord de libre-échange que de mettre en compétition des acteurs économiques qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles sociales, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles environnementales, qui ne sont pas dans les mêmes conditions climatiques ou environnementales. Pour le monde de l'agriculture, il est bien plus facile de produire du bœuf et à coût très inférieur quand on est au Brésil ou en Argentine par rapport au piémont pyrénéen du Massif central ou des Alpes Donc, en France. donc, si cet accord est appliqué, est-ce que ça sera le coup de grâce pour de nombreux agriculteurs français, en particulier les éleveurs? Du côté du monde agricole, effectivement, on a une augmentation notable et sensible des quotas d'importation à très faible taux de douane, ce qui va générer l'arrivée de ces dizaines de milliers de tonnes de bœuf, mais aussi de viande de volaille, voire porcine, sur les marchés européens. Et ces quotas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils s'ajoutent à l'ensemble des quotas qui ont déjà été ouverts par le passé, les quotas OMC, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale du commerce. On importe déjà du bœuf venant des pays du Mercosur. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment le tracer et être certain de la qualité de la production. Et il s'ajoute à tous les quotas qui sont additionnés à travers tous les accords de libre-échange qui ont été signés, ratifiés et mis en œuvre depuis maintenant plus de deux décennies. Il faut savoir que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, il n'y a jamais eu autant d'accords de libre-échange finalisés au sein de l'Union européenne, le dernier en date étant celui de la Nouvelle-Zélande, avec des impacts relativement similaires du côté de l'importation de viande bovine, ovine et autres, donc sur les marchés agricoles. Et donc tout cela s'additionne, et derrière, bien entendu, c'est le propre des accords de libre-échange. On met en compétition des acteurs qui n'ont pas la même compétitivité, et donc du coup, ceux qui ne pourront pas s'aligner sur les prix, eh bien, vont disparaître. Est-ce que néanmoins cet accord est favorable à certaines filières agricoles exportatrices? Si oui, lesquelles? Et quel est le poids de ces filières dans l'agriculture française? Un accord de libre-échange, il y a nécessairement des gagnants et des perdants. C'est du donnant-donnant. Pris globalement, l'accord UE-Mercosur est plutôt gagnant pour l'économie européenne, même s'il y aura donc des perdants dans le monde agricole. Les plus grands perdants, ce sont les pays du Mercosur, avec leur industrie qui va être fortement concurrencée par l'industrie européenne. Quand on regarde le monde agricole, il y a des filières, notamment la filière des vins et spiritueux d'un côté et la filière des produits laitiers, notamment via Lactalis et les autres gros acteurs français, qui globalement gagnent à l'ouverture des marchés. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les producteurs qui vont gagner derrière, ce sont les intermédiaires qui gagnent à ces ouvertures de marché. Donc c'est Lactalis qui va certainement profiter, y compris parce qu'il a une position avantageuse au Brésil, profiter de cet accord de libre-échange, ce qui ne veut pas dire que les producteurs laitiers
français vont sortir gagnants. Donc ça ne veut pas dire quand on dit que les vins et spiritueux, que la filière vins et spiritueux, que la filière laitière va gagner d'un accord de libre-échange de ce type-là, ça ne signifie pas que ce sont les petits producteurs qui vont gagner derrière. Cela signifie que ce sont les agro-exportateurs, ces grandes entreprises-là, qui vont profiter de la possibilité de jouer sur différents marchés internationaux pour s'approvisionner à plus bas coût et revendre là où c'est le plus intéressant pour leurs intérêts propres. Donc des industriels français peuvent trouver également un intérêt à cet accord en dehors de l'agriculture. Cet accord de libre-échange va manifestement profiter aux entreprises multinationales françaises présentes dans les services de l'eau, des déchets, de l'énergie, des transports, va profiter sans doute, y compris à l'industrie pharmaceutique européenne, parce que cet accord a été finalisé sous Bolsonaro et que Bolsonaro a complètement laissé tomber la protection d'un certain nombre de ces secteurs économiques clés. Et il y a une industrie pharmaceutique au Brésil, il y a une industrie automobile au Brésil, également aéronautique. Et donc du coup, oui, cet accord est très déséquilibré. Il est très déséquilibré parce que ce sont principalement les grandes entreprises multinationales européennes qui vont gagner avec les exportations prévues dans le monde industriel, dans le monde de la chimie, par cet accord-là. Et au sein du monde agricole, principalement, ce sont effectivement le monde agricole européen, le monde agricole français qui vont y perdre, excepté peut-être une ou deux filières, mais tout cela est résiduel au regard des pertes qui sont attendues du côté des producteurs de viande et autres, notamment du sucre par exemple, sur le territoire européen. Alors le gouvernement de Michel Barnier a déclaré que dans les conditions actuelles, ce traité du Mercosur n'est pas acceptable pour la France. Est-ce que ça laisse entendre qu'il peut être amélioré, notamment par des clauses dites miroirs? Qu'en pensez-vous? Il y a une ambivalence dans la position française, parce que cela fait 4 ans que Paris, par Emmanuel Macron, par ses ministres du Commerce, disent souvent à Paris qu'ils sont contre l'accord UE-Mercosur, contre sa version actuelle, mais ils n'ont strictement rien entrepris à Bruxelles pour revoir le contenu de l'accord, pour revoir éventuellement même le mandat avec lequel la Commission européenne négocie au nom des 27 États membres. Il faut savoir qu'il n'y a pas de coup d'État au sein de l'Union européenne. Si la Commission est en train de finaliser cet accord-là, c'est parce qu'elle a le mandat de le faire au nom des 27 États membres. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'essentiel de l'accord, 99% de l'accord, est considéré comme conclu. Il n'y a pas aujourd'hui de négociation sur le contenu même de l'accord. On n'est pas en train de négocier de savoir si on va augmenter ou baisser les tarifs douaniers sur les importations agricoles, les quotas d'importation de bœuf et autres. Tout cela est considéré comme acquis et finalisé. Et l'Europe peut signer sans l'accord de la France si la signature, vous dites que c'est conclu ou que la signature est imminente? L'essentiel de l'accord est conclu depuis 2019. Ce qui est en train d'être négocié, c'est en fait une annexe à l'accord. C'est un petit peu la 4e page de couverture, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est anecdotique, mais c'est relativement secondaire. Et dans ce document-là, va être consigné un certain nombre d'éléments visant à interpréter le texte ou à y ajouter des éléments. Ce document-là n'est pas public, donc je suis à l'heure actuelle pas en capacité de vous dire précisément ce qu'il y a dedans. Donc il y a une opacité qui est extrêmement problématique. Et la Commission européenne peut très bien finaliser de son propre chef, parce qu'elle en a le mandat des pays européens, et annoncer une conclusion de l'accord, peut-être au G20, c'est peu probable, mais plus vraisemblablement au mois de décembre. Et ensuite, ce texte-là va être présenté devant les institutions européennes. Mais ce serait un énorme coup politique de considérer que la Commission européenne, les institutions européennes pourraient finaliser un accord de libre-échange qui serait un des plus grands accords de libre-échange jamais signés à l'échelle mondiale, et en tout cas, du point de vue de l'Union européenne, le plus grand jamais finalisé, sans tenir compte de l'opposition en France. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre en France aujourd'hui qu'il n'y a plus de majorité sociale dans l'opinion publique, il n'y a plus de majorité politique pour ce genre d'accord, et donc faire fi de l'opposition française, ça ne pose pas simplement des questions juridiques, ça pose une question politique. Construit-on l'Union européenne contre la position de ce qui est la 2e puissance économique européenne et ça, sans doute sa première puissance politique dans l'absolu. Et est-ce que du coup la position de la France elle est partagée par d'autres pays européens et quels sont les pays européens favorables à cet accord et pourquoi? Alors je sais qu'en France on dit souvent que la France est isolée sur ce sujet-là, ce n'est pas exact. Il se trouve que quand l'Allemagne a essayé de réunir les pays favorables à cet accord, ils n'ont eu que 12 pays signataires sur 27.
qui ont écrit une lettre à la Commission européenne pour finaliser les négociations. Du côté des pays qui ont des réserves, qui ont des critiques, qui sont opposés à l'accord, on en compte plusieurs. Il y a l'Autriche, il y a les Pays-Bas, il y a l'Irlande qui s'est exprimée contre cet accord-là. Le ministre de l'Agriculture de la Pologne vient de s'exprimer également contre cet accord. Toute une série, par ailleurs, de pays n'ont pas de position réellement exprimée. Et c'est ce que nous reprochons de manière extrêmement forte auprès de l'exécutif français, c'est que s'il avait entrepris un travail diplomatique depuis maintenant plus de 4 ans vers les pays qui n'avaient pas de position, eh bien peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de discuter de la finalisation de l'accord UE-Mercosur, parce que il aurait peut-être fait la démonstration auprès des institutions européennes qu'effectivement il y a une résistance extrêmement forte dans plusieurs pays européens contre cet accord de libre-échange. Donc du coup, la messe n'est pas dite. Il est encore possible que cet accord ne soit pas finalisé et annoncé comme tel par la Commission européenne dans les semaines à venir. Ça, c'est une bataille d'ordre politique pour faire comprendre qu'il y a un véritable rapport de force important qui se constitue à l'échelle européenne. Et de ce point de vue-là, les mobilisations du monde agricole vont y contribuer. Et ensuite viendra, si la Commission européenne outrepasse cette opposition politique et va finaliser, comme elle a le droit, la négociation de cet accord-là, viendra, mais dans un second temps, la question de sa ratification par les institutions européennes, donc c'est-à-dire par les 27 États membres réunis au Conseil et par le Parlement européen. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est pour après. Là, la bataille qui se mène, c'est une bataille fondamentalement politique et qui pourrait se résumer ainsi. Veut-on sacrifier le monde agricole européen pour exporter des voitures thermiques dans les pays du Sud, et veut-on construire ou envisager une construction et une évolution de l'Union européenne sans tenir compte de l'avis massif et majoritaire de la France et de sa population et de sa classe politique. Et l'Allemagne qui exporte notamment des voitures, des machines-outils, des produits pharmaceutiques. Encore une fois, on voit que l'Europe, elle n'est pas vraiment unie. Dernière question rapidement. Est-ce que cet accord ne participe pas plus généralement à la remise en cause du pacte vert européen, à commencer par la loi sur la déforestation ? Alors une petite précision, il n'y a pas que l'Allemagne qui gagne, c'est-à-dire que le secteur automobile français gagnerait aussi à cet accord-là. Donc du coup, si vous voulez, il faut éviter les simplifications qui consistent à dire l'Allemagne est gagnante, la France est gagnante. Non, ce sont toujours des filières économiques qui gagnent et des filières économiques qui perdent. Il y a des gagnants et des perdants dans chacun des pays. Sur votre question, effectivement, on peut s'interroger sur le bien fondé de cet accord de libre-échange qui, de fait, remet en cause, et cela a été dit et montré par toutes les études économiques qui ont été produites, qui remet en cause un certain nombre d'engagements que l'Union européenne a pu prendre en matière de lutte contre la déforestation, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cet accord-là va nécessairement augmenter les émissions de gaz à effet de serre, soit via la déforestation, soit via l'augmentation des échanges transatlantiques. Et donc, du coup, ça va complètement à rebours des engagements qui ont été pris dans le cadre du pacte vert. Et par ailleurs, il y a une décision qui vient d'être prise qui est totalement lié à la finalisation de cet accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, c'est que l'Union européenne avait déployé ce qui s'appelle un règlement contre la déforestation importée, c'est-à-dire pour limiter l'importation de produits qui sont directement liés à la déforestation des pays tiers desquels on importe ces produits. Eh bien, cette réglementation vient d'être à la fois reportée dans sa mise en application, elle devait avoir lieu au 1er janvier 2025, c'est reporté à minima d'1 an, et par ailleurs détricotée par les forces d'extrême droite et de la droite européenne qui en fait n'en veulent pas et font le jeu de fait de la finalisation de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Merci beaucoup Maxime Combe d'avoir été avec nous sur France 24. Merci pour votre analyse.